Bonjour Fred Cavalier. Bonjour. On va commencer, on va parler chiffres. Ouais. À bout portant est sorti il y a une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. Environ 300 copies, donc sorti dans environ 300 salles. 300 000 entrées. Ouais. 303 000. 303 000. Par le chiffre, faut être exact. 3 000 personnes, c'est important. Ouais. C'est pas mal. Ah ouais, bah c'est vachement bien, c'est vachement bien, et d'ailleurs il y a un truc qui me saule un peu, c'est que j'ai lu sur certains sites où il y a des gens qui analysent les chiffres, mais qui connaissent pas du tout ce métier, c'est-à-dire qui disent que le film pourrait être un flop, alors qu'on fait 1000 entrées par copie, c'est-à-dire que le Walt Disney fait 600 ou près de 700 000 entrées sur près de 800 copies, voilà, et non, c'est plutôt une belle réussite, c'est-à-dire 300 000 entrées la première semaine, pour un film où le budget n'est pas le budget qui circule sur internet, c'est-à-dire on parle de film à 10 millions d'euros, c'est un film qui coûte en fabrication 7,5 millions, ce qui est beaucoup d'argent, mais non, on a dit qu'on parle des chiffres, hein, donc je parle chiffres. On parle chiffres. Voilà, non, c'est une vraie réussite commerciale, c'est-à-dire après c'est assez drôle, il y a des sites où effectivement on dit ils analysent le marché, mais je crois qu'ils connaissent pas très bien ce métier. Alors, sans parler d'analyse, mais pour elle, donc ton précédent film. Ouais. Il y avait combien de copies? Environ, sensiblement, un peu moins? 250, quelque chose comme ça? Ouais, on était sorti à... Ouais, c'est ça, 250 ou 260 copies. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Et il avait fini sa carrière à 670 000. Ouais. Un score honorable. Ouais, ou 690, je sais plus, mais on vérifiera. Dans mais ces aux alentours de 700 000. Ouais. Pour à bout portant, t'espères combien? Après, c'est toujours le plus possible, on va dire. Non, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que là, sur un démarrage comme celui-ci, voilà, on est en période de fête avec pour elle, c'était exactement la même période, et j'ai fait grosso modo 3 fois le chiffre de la première semaine. Donc là, si on fait 3 fois le chiffre de la première semaine, ça fait 900 000, ce qui serait extraordinaire. Après, ça serait vraiment formidable de faire ce chiffre. Après, il y a un seuil fatidique qui est le million d'entrées. Et si tu fais 960 000, tu dois bien avoir les boules de ne pas avoir fait 1 million. En même temps, il faut mieux faire 960 000 que 160 000. Voilà, on verra. Après, je dirais que là, le film, mes producteurs sont contents car ils ne perdront pas d'argent, le film va être rentable. Le film a été vendu sur tous les territoires à l'étranger, c'est-à-dire qu'il a été vendu dans tous les pays du monde. Ils sont en train de vendre le remake. Voilà, c'est carton plein en termes de réussite commerciale. Après, c'est pas trop mon boulot, hein, moi, la partie commerciale, c'est... voilà, ça ne m'intéresse que sur la faisabilité de mes films prochains, c'est-à-dire que si mon film là est une réussite commerciale, on va plus facilement me donner du pognon pour faire un autre film. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors là, tu es en train de devancer mes questions, mais c'est très bien. Je voulais juste revenir à un truc. Donc tu dis, la partie commerciale, c'est pas trop ton truc, et tu as bien raison, tu préfères faire le film, mais quand même, j'ai l'impression que la promo était quand même bien différente par rapport à ton premier qui était pour elle, qui a été vendu comme une sorte de mélo, plus ou moins, et du coup les gens qui étaient intéressés par ce genre de film ne sont pas allés le voir. Et donc c'est pour ça que tu as fini avec un beau score, on va dire, un beau succès d'estime surtout, et on était nous impatients de voir la suite. Et donc là j'ai l'impression que la promo a été quand même bien différente. Ouais, bah tu vois, effectivement la promo on dit. Oui. La promo du film a été différente, pourquoi parce que déjà au départ, le film est beaucoup plus clair dans sa proposition. C'est-à-dire un film qui s'appelle À bout portant, avec marqué il a 3 heures pour sauver sa femme, tu te doutes que c'est pas une comédie romantique. Voilà. C'est vrai que pour elle, moi je trouvais intéressant justement d'avoir un titre comme ça sur un thriller. Après, moi j'aurais préféré un visuel, par exemple une affiche beaucoup plus dure, et genre mettre un flingue dans les mains de Vincent Lindon. Un peu comme la jaquette du DVD. Qui est beaucoup mieux que l'affiche, je trouve. Après, il y a une accumulation comme ça de petites choses qui font que... qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit et qui me disent encore, la vache, pour elle c'est un thriller, et on ne le savait pas. Après, on va pas refaire l'histoire, peut-être que si on avait mis l'affiche que moi j'aurais voulu, on aurait fait que 200 000 entrées. On ne saura jamais. Par contre, moi c'est vrai que ça me gêne, ça, parce que je pourrais les référencer comme à bout portant sur un type de film que j'aime, et les gens qui aiment le même cinéma que moi, c'est-à-dire qui aiment les thrillers et tout ça, qu'ils aient tous pensé que c'était un film, pour elle pouvait être une comédie romantique, c'était un peu compliqué. Du coup, tu t'es un peu plus impliqué peut-être dans la promo, on t'a plus vu, j'ai l'impression qu'il y a 2 ans. Ouais, après c'est... après j'ai intéressé... Ouais, il y a ça aussi, après j'ai plus de valeur médiatique maintenant parce qu'il y a le succès de Pour elle et l'adaptation aux États-Unis et tout ça.
après, impliqué, oui, c'est-à-dire que je voulais pas refaire 2 fois la même erreur, donc c'est vrai que j'ai pris peut-être pas plus de soin, parce que j'avais pris aussi du soin, j'avais fait confiance aux gens avec qui j'ai travaillé. Après, sont-ils trompés, j'en sais rien, hein. Ça se trouve, on a fait 670 000 entrées, parce qu'on avait cette affiche-là, peut-être. Après, c'est vrai que quand j'écris avec Guillaume Lemant le scénario, et surtout quand on trouve le titre, là, on y va franco, à bout portant. C'est clair. Voilà, c'est clair. D'accord. Alors, ton deuxième film arrive 2 ans après, c'est pas mal. Ouais. Il a fallu le temps de l'écrire et aussi de monter le projet. Ouais. Et ça s'est passé comment là-dessus? Il y a eu des difficultés non, pour aller vers Gaumont et monter financièrement en disant voilà, moi ce coup-ci je veux aller vers le thriller complet, enfin le film d'action? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que on a commencé à écrire avec Guillaume, j'étais en post-production de Pour elle. Pour elle est sortie en décembre, on s'est vraiment mis à l'écriture 15 jours après, en décembre 2008, et on a lancé le film en production septembre d'après, quoi. Donc ça a été très très vite. D'accord. Ça a été très très vite. Après, j'ai des producteurs qui m'ont préservé justement par rapport à ça. Jamais on s'est posé la question, enfin je me suis posé la question, ou plutôt ils m'ont laissé me poser la question de la faisabilité du film. Pour moi, j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que le film se fasse. Voilà, ils m'ont bien protégé par rapport à ça. C'est aussi parce qu'on avait un budget, je dirais, cohérent par rapport au succès du premier film. Et que j'avais, comment dire, obtenu du crédit à tous les niveaux par rapport à ce premier film, c'est-à-dire pour intéresser des comédiens, par exemple. C'est vrai que Vincent Lindon, quand il vient sur Pour elle, il y a une vraie prise de risque parce qu'il ne sait pas qui je suis, il ne connaît pas la qualité de mon travail et comment je vais me comporter sur un plateau. C'est plus facile sur À bout portant parce qu'il y a l'exemple sur pièce, il y a un DVD de Pour elle que les comédiens que je rencontre peuvent voir s'ils ne l'ont pas vu en salle. Voilà, donc tout ça fait que ça n'a pas été très compliqué, mais ce qui est assez bizarre, c'est que vous oubliez assez vite la difficulté justement de monter des films. C'est-à-dire que moi j'ai fait mon premier film à 40 ans seulement, c'est-à-dire que pendant 10 ans j'ai fait des courts-métrages et j'ai rêvé un jour de faire un long-métrage. On m'a dit beaucoup de non, beaucoup de fois on m'a dit non pour un jour arriver à un oui. Et à un moment on se pose même plus la question si on peut recevoir un non. C'est-à-dire que c'est très bizarre, hein. Tant mieux d'ailleurs parce que ça permet d'avancer. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là, je dirais. Alors, donc 2 ans pour un film, c'est pas trop mal, en tout cas pour les spectateurs ça va, l'attente n'est pas insupportable, même si. Ouais. Pour toi le rythme c'est pas trop... Donc là le prochain projet, on en parle déjà un peu, est-ce que tu peux nous le résumer vraiment rapidement? Ouais, très bien. Ouais, rapidement, c'est que je voudrais faire un thriller qui ne soit pas policier, donc là j'ai un scénario qui se passe au Canada, et voilà, qui est qui met en scène des bûcherons. Donc voilà, à chaque fois que je dis ça, on me dit merde, voilà, mais pas des bûcherons, c'est pas les 7 nains, hein, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que c'est des bûcherons modernes, c'est-à-dire que les mecs ils sont tous habillés en combinaison orange, machin, il y a un côté un peu comme ces uniformes dans les films de science-fiction. Ouais. Voilà, il y a un petit côté, un côté un peu Nostromo, mais c'est ça, voilà, hein, c'est ça, les mecs ils sont 10 dans la forêt, ils meurent un par un, tués par on sait pas quoi. Et on sait à la fin, donc forcément il y a ces influences-là. Moi je suis influencé par... Enfin, on aime, je crois, je pense les mêmes choses. Après j'aimerais qu'en France on puisse justement faire du cinéma influencé de ça, c'est-à-dire pas réserver ça qu'aux Américains et essayer d'aller sur ce terrain-là, chose qu'on faisait avant. Hein, Henri-Georges Clouzot, quand il fait les Diaboliques, on se dit, je pense que quand il fait les interviews, on lui dit pas alors, donc vous avez vu beaucoup de DVD. Donc, non, je déconne, mais je pense que eux, je me compare pas à Henri-Georges Clouzot, mais faut faire attention à ce qu'on dit, parce que non, mais cavalier, gros cigare. Non, mais tu vois, aller vers du cinéma, ce qu'on faisait avant, on faisait ça dans les années 50. 50 ans après, 60 ans après, on peut le faire. C'est vrai qu'avec À bout portant, j'arrête pas de parler de références qui sont Peur sur la ville, les films de Corneau, Le choix des armes, Melville, Le samouraï, Verneuil et tout ça. Là, j'aimerais me référer à quelque chose de même plus ancien. Alors, bon, du coup, on va poser cette question-là, mais... pour les gens comme nous justement qui aimons ce cinéma-là et qui voyons dérouler 2 films, donc coup sur coup, donc Pour elle et À bout portant, on est aux anges quoi. Et il y a de plus en plus, alors à tort ou à raison, mais il y a de plus en plus d'espoir qui se porte sur toi.
ta carrière est en train d'intéresser beaucoup de cinéphiles en fait comme nous. Ouais. Et oui, on se met à parler de ce passé glorieux qui est celui de Verneuil, Melville, et au bout d'un moment on se dit, bon, mais Cavalier peut peut-être pas sauver le cinéma français lui tout seul. Donc, non, mais mais pas toi, mais ce que je veux dire c'est que, est-ce que tu as conscience qu'il y a une pression quand même maintenant? Non, mais qu'il y a de l'attente de notre part? Après, faut pas exagérer, le cinéma français n'a pas besoin d'être, il se porte très très bien, n'a pas besoin d'être sauvé. Financièrement, après, oui. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est quand même, j'espère montrer que c'est possible d'aller vers un cinéma comme ça, influencé par ce qu'on aime, et aller dans un type de cinéma qui peut être commercialement rentable et faire des films voilà, qui sont effectivement d'influence un peu anglo-saxonne, faire du thriller ou des films comme ça. Après, il faut se battre pour faire ça. C'est-à-dire que même encore maintenant, je lis des trucs sur le film où voilà, on m'attend un peu à la Kalachnikov et on me tire dessus au boulet rouge et on me reproche des choses qu'on ne reprocherait pas dans un film américain, c'est sûr. C'est sûr. Après, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que moi, l'important, c'est faire les films que j'ai envie de faire. Voilà, les mecs qui critiquent ça, qui prennent une caméra et qu'ils aillent faire le truc. Après, voilà, moi je serai spectateur, donc j'aurai le droit de critiquer aussi. Après, peu importe, moi je respecte totalement la sensibilité des gens quand ils voient les films, et même s'ils trouvent qu'il y a des choses là qui sont critiquables plus que dans un film américain, ça, c'est pas grave, c'est que du cinéma. Après, ça m'empêche pas, moi le film je le revendique à 100%, même 101%. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça que je vois les films et que j'ai envie de les faire. Peut-être que pour un tel c'est tout pourri, pour moi c'est comme ça que le film doit être. Voilà. Alors, moi, enfin nous, le truc qu'on a le plus remarqué, c'est que la critique qui revenait le plus souvent après la sortie d'À bout portant, c'est que les gens n'avaient pas vraiment grand-chose à dire, donc ils cherchaient la petite bête, et ils cherchaient à pinailler sur les petites incohérences du film. Alors, il y en a 2-3 qui sont fondées, qui sont dues à la logistique, à la géographie en fait de Paris. Ouais. Donc, pour les Parisiens, il y en a 2-3 qui ont... Bon. Ça, et je sais plus quelle critique, je me permets, quelle critique, en plus je crois que c'est... Aurélien Ferenczi, de Télérama. Ah, mais oui, je sais pas, la prochaine fois que je dois prendre le métro pour aller entre la porte d'Orléans, machin, je lui téléphone. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que je dois changer porte de la Muette ou non, quoi. Voilà, après je comprends qu'il y ait des incohérences, tout ça, voilà, pourquoi pas. Après je termine sur... je t'en prie, je termine sur... voilà, sur sa critique. Je pense qu'il a d'autres choses plus fondées à dire sur le film. Peut-être pas. Non, bah, j'espère en tous les cas, c'est quand même quelqu'un de talent. Enfin, je pense. Et moi, je lis assez peu les critiques. Hein. Ouais. Je pense parce que les bonnes flattent ton ego, les mauvaises te mettent en colère, donc vraiment, ça ne m'apporte pas grand-chose. Après, voilà, c'est vrai qu'on va aller moi me chercher des trucs, et puis de toute façon je suis breton, moi, le plan du métro, je m'en cogne totalement. Non mais justement, les petites questions, sur, on va dire les petites incohérences d'écriture, alors quand elles sont justifiées ou pas, est-ce que quand il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit oui mais pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça et tout, et qu'il soulève un vrai petit problème, le film fonctionne parfaitement. En l'état, il y a pas... Mais est-ce que des fois ça te chatouille pas un peu de voir que ton écriture a été prise en défaut à certains moments ou pas? Non, le film est fait. Ouais, après, sincèrement, tu vas en salle, tu demandes aux gens, machin. Moi je fais du cinéma pour le public. Après, c'est vrai, on dit ouais, le film va vite, t'as pas le temps de voir les incohérences. Ben voilà, tant mieux, c'est-à-dire que tu prends le train fantôme, ça va très vite, t'as pas le temps de voir que là il manque de la peinture. Bah ouais, si tu vas à pied, tu vois qu'il manque de la peinture, mais c'est pas ça. Moi, ce qui est intéressant, c'est quand ça va vite. Voilà, après, c'est... je sais qu'en écrivant et quand je monte le film qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir m'attraper, mais je sais très bien que le plus grand nombre, je vais pas gâcher le plaisir et je vais privilégier le rythme. C'est-à-dire que si je dois mettre, là surtout dans À bout portant, qui est vraiment un film qu'on doit ressentir physiquement, je vais pas casser cette mécanique-là et casser le plaisir du spectateur pour être obligé de rajouter 3 minutes où on montre des choses. Par exemple, on me reproche à un moment comment il arrive et on ne voit pas ouvrir la porte. Peut-être, mais la majorité des spectateurs, là, ont peur pour le personnage. Donc je m'en fous de l'incohérence scénaristique. L'important, c'est ce qu'on ressent. Et même si je perds des gens qui sont plus intelligents que moi et qui savent bien analyser les films, voilà, tant pis. Après, j'écris pas forcément les films pour eux. Non, tu fais des propositions et c'est pour le grand public et en l'occurrence ça fonctionne. Ouais, mais après, il y a un truc aussi, et là j'en profite, ce qui est assez intéressant, c'est que là, comme je suis la promotion du film est terminée, donc je peux répondre à tes questions un peu à la lumière de tout ce que j'ai pu lire. Et c'est vrai que je me fais casser par des gens qui aiment le même cinéma que moi et qui rêveraient de faire le même cinéma que moi. Et je dis, c'est un peu con, les mecs, sans déconner. Faut pas que mon succès leur rapproche de leur propre échec, c'est que, voilà, qu'ils aillent faire des trucs, et putain, qu'on forme une
une équipe, on est là pour faire avancer les choses dans le même sens, ça sert à rien. C'est comme tous les mecs qui se réjouissent le mercredi de l'échec des films en salle. Putain, si tous les films faisaient 20 millions d'entrées, eh ben on ferait tous du cinéma. À un moment, il faut être positif, quoi. Bah, t'as prouvé que c'était possible, il suffisait de faire un film, et puis voilà. Tu parlais pourtant du rythme assez physique. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. Donc le rythme, l'importance des personnages et surtout les conditions de tournage t'ont poussé à adapter des cadrages très serrés. Alors, surtout, ça fait des miracles. On voit que t'as bien pensé tes cadres parce que t'avais très peu de figurants, en fait. Et donc, du coup... J'en avais pas des centaines. Donc moi, je vais pas faire Cosette, hein. Quand même 7 moyen de faire le film. Mais bon, t'as dû adopter quand même un cadrage assez précis pour qu'on n'ait jamais cette illusion de vide ou quoi. Et alors, ma question, donc, sur ton prochain film, est-ce que tu as envie d'aérer un peu, de respirer, de faire des trucs un peu plus... Après, ça dépend de l'histoire que tu racontes. C'est-à-dire que pour moi, il y a différents... Après, il y a des goûts en mise en scène. Mais après, je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin que ces goûts. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver la mise en scène adéquate à l'histoire que tu vas raconter. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien cadrer les personnages comme ça. Parce que comme je fais des films peu dialogués, mes dialogues, ils sont dans les yeux des personnages. C'est-à-dire que je préfère que le comédien fasse passer des infos comme ça... Visuelles, rien qu'avec un regard ou la situation. Et donc, j'ai besoin de les filmer de près. Voilà, après, non, c'est intéressant que tu dis ça, parce que c'est vrai que quand je parle du prochain film, qui est là pas du tout urbain et dans des grands espaces qui sont la forêt, forcément je vais avoir des plans beaucoup plus larges que j'ai eu, et où là il y avait un espèce de cloisonnement, parce que c'est un peu ça qui raconte les deux films pour elle et à bout portant, c'est-à-dire qu'on a un type qui court et qui est un peu prisonnier. Ça se réduit à un individu. Voilà, et puis la ville se referme un peu sur lui, il doit se débattre pour... Enfin voilà, un peu machin, mais en sous-texte, il y a un peu ça. Après, effectivement, là j'aurais peut-être des choses plus larges dans le prochain, et en même temps, peut-être pas. Peut-être pas, parce que est-ce que la forêt va pas non plus essayer de l'engloutir ? On va voir. Donc tu pars pas d'une envie, on va dire, esthétique ou quoi, c'est avant tout l'histoire. C'est quelle est mon histoire, et après, quelle sera l'image adaptée, et jamais il y a cette image que j'aimerais bien... non, sinon tu fais des choses, soit tu fais des choses trop référencées, c'est-à-dire à la manière d'eux, en t'inspirant trop. Je pense qu'il faut penser au résultat et au ressenti du spectateur, et ta mise en scène doit être là pour aider ta narration. Voilà, moi après qu'on me dise c'est sublimement mis en scène, mais si ça raconte pas ce qu'on doit raconter, parce que le but c'est raconter une histoire, c'est pas faire des jolis plans, je me fais pas une bande démo à 7 millions d'euros pour faire de la pub, c'est pas ça le but. Voilà, après il faut quelque chose d'adapté. Très bien. Bon alors, sur l'écriture, donc, tu travailles toujours avec ton co-scénariste Guillaume Levent. Vous faites preuve d'une précision, d'une exigence assez remarquable quand même, parce que c'est des films qui se tiennent vraiment très écoute, bien. Je suis content que tu dises ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout de ton avis. Mais bon, à qui vont vous comparer après, je ne sais pas, mais en l'occurrence, on est dedans, on y croit, et en plus on est impliqué émotionnellement, c'est pas forcément évident. On a l'impression que vous pouvez tout écrire. Non, je pense... Alors, on aimerait pouvoir tout écrire, je pense, mais... Alors je vais passer quelques genres en revue, quelques styles en revue. Un huis clos. Ça vous tenterait ? Ouais, pourquoi pas. Moi je ferais bien un film de prison par exemple. Donc là on n'est pas loin du huis clos. Ouais, pourquoi pas. Après, on est... Comment dirais-je Guillaume et moi plutôt, l'ego du réalisateur, moi et Guillaume, je crois qu'on aime beaucoup la technique d'écriture, donc voilà, c'est même on a souvent des discussions comme ça, et tu sais, on parlait de chiffres, l'écriture c'est souvent des mathématiques. La mécanique. La mécanique, voilà, ça on adore ça. Donc pourquoi pas, les contraintes, c'est vachement intéressant, c'est-à-dire... c'est souvent on parle avec Guillaume d'écriture et de technique comme ça, et ce que t'écris à la page 23 peut amener à la page 62, un peu comme des mecs qui iraient décomposer des coups d'échecs ou des coups de poker. C'est ça, il y a une géométrie dans vos récits. Ça on aime bien, en même temps il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce ne soit que mécanique, il faut aussi amener de la chair et de l'humain. Donc c'est un mélange, voilà, et il ne faut pas non plus écrire que pour les scénaristes. C'est-à-dire... faut penser en images. Ouais, il faut penser en images, et puis aussi,
quand je reviens aux critiques, le mec, machin, alors que voilà. Mais tu sais, vu qu'on parle du scénario, effectivement, il y a, je lis certaines critiques auxquelles je peux adhérer, hein, où techniquement on dit bah voilà, ça fait ça, donc il aurait pas dû faire comme ça. Le problème, c'est que je pense, si on a un regard comme ça, bah, ces gens qui écrivent ça, qui sont souvent d'ailleurs des scénaristes, et quand je regarde leur nom, je vais sur IMDb et je vois qu'ils ont écrit des choses. Souvent, je me dis qu'ils vont finir par écrire que des films pour les scénaristes. C'est-à-dire que ça va toucher 2000 personnes en France. C'est-à-dire que ça sera des bons films de scénario qui n'intéresseront que les scénaristes. Comme à une époque, les gens de théâtre n'ont fait que du théâtre que pour les gens de théâtre. Voilà, et d'ailleurs, je m'englobe là-dedans, et moi, c'est un truc auquel je fais très attention. J'ai souvenir, par exemple, peut-être en salle face à Million Dollar Baby, et où à la fin, quand... donc là, spoiler, il faut que les gens bouchent leurs oreilles, que je vais raconter la fin du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Quand Clint Eastwood va euthanasier la jeune femme, je me dis merde, il laisse ses empreintes, machin, voilà, qu'est-ce qu'il fout, il va se faire gauler, tout ça, et on le retrouve dans un bistrot, et c'est pas possible. Et là je me retourne, dans la salle il y a 300 personnes qui pleurent. Voilà, et là, je sais pas de la démagogie de dire ça, hein, je me dis bon bah alors d'accord, c'est-à-dire que moi effectivement je n'ai pas d'émotion parce que je suis en train de regarder le film comme un scénariste, à un moment il faut aussi regarder le film comme un spectateur, il faudrait écrire les films, comme essayer de retrouver ça, et c'est valable aussi pour les critiques. C'est-à-dire qu'à un moment, faut pas perdre moi dans mon boulot, je m'efforce de ne pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que le film doit être là pour les spectateurs. Et il faudrait que les critiques arrivent aussi à regarder les films comme des spectateurs. Mais déjà, quand tu vas au cinéma, quand tu ne payes pas ta place, et que ce n'est pas un plaisir, que c'est un travail, c'est très très compliqué, donc j'aimerais pas faire leur métier. C'est-à-dire, je le respecte, parce que c'est très compliqué, et après, garder simplement du plaisir, juste cette notion-là, ça doit être très très compliqué. C'est beau ce que tu dis. Alors, toujours dans les trucs mécaniques aussi, donc le film de braquage qui est quand même un genre pas évident aussi, où j'aimerais bien peut-être vous voir, toi et Guillaume Le Mans. Voilà, monter une équipe, monter un coup, arriver jusqu'à construire cette espèce de truc, est-ce que ça vous... Ah bien sûr, le film de braquage, on adorerait ça. Je dis le film de prison aussi, un film d'évasion. Ah. Et alors, une comédie? Alors une comédie, écoute... pourquoi pas? Ouais, j'aime ça comme spectateur. D'accord. Après, c'est pas... comment dirais-je? Je sais pas si là, comme scénariste et comme réalisateur, c'est quelque chose... c'est pas un défi qui t'intéresse? Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Tu vois. Après, ça viendra peut-être. C'est vrai que moi j'aime bien l'ironie dramatique au cinéma, pas forcément. Après, je te dis ça, et puis ça se trouve, on va se revoir dans 2-3 ans, et j'aurai comme projet une comédie. Après, on verra. Et soyons fous, un film qui serait un peu hors genre, qui rentrerait pas dans des cases. Un truc, une histoire que vous vous mettez à écrire, qui est pas vraiment un thriller, qui est pas vraiment une comédie, qui a un peu de tout et qu'on n'arrive pas à qualifier. Est-ce que ça serait possible ou est-ce que tu écris vraiment dans un cadre? Ouais, pourquoi pas. Tu sais, là, tu prends en plus pour elle qu'à bout portant, pour elle, il y a beaucoup d'influences qui ne sont pas forcément que le thriller. Et il y a des parties du film qui sont justement vachement plus sur l'humain que sur une mécanique comme ça de suspense. Après, pourquoi pas pourquoi pas. Je dirais que j'ai vachement... Plus je fais de films, plus j'ai envie d'en faire. Et vraiment, hein, et ça ne fait que décupler mon envie de cinéma. Et d'aller voir un peu partout. Ouais. Mais tu sais, moi je dis tout le temps, après c'est pas juste une posture, hein, que je suis plus spectateur que cinéphile. C'est-à-dire que là je me sens comme, tu vois, t'es au vidéoclub et t'as envie de tout louer. Moi je suis, je me dis j'ai envie de tout écrire. Ah oui. Plein de films différents, tout ça, parce que j'aime ça, quoi. Mais de manière simple, et aller vers le plaisir. Super. Et bien justement, vers le plaisir. Donc pour elle, dernière demi-heure, le rythme s'intensifie, on commence à être scotché. Tu nous dis, à bout portant, ça sera 1h30 de la dernière demi-heure de Pour elle. C'est le cas. Le film nous prend physiquement. Quand je te vois mettre en scène de l'action, j'avoue que je deviens gourmand. Et je me mets à rêver une petite course à l'armement, entre guillemets. Je me mets à rêver plus de moyens, plus de budget, plus d'ampleur, plus d'ambition. Et donc des moyens vraiment décuplés. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, ou est-ce que tu préfères rester sur des budgets raisonnables, comme ceux que tu viens d'avoir, pour pas être bouffé par la logistique
et pour pas surtout décevoir des attentes ouais. démesurées. Ouais, après c'est vrai que c'est un truc que je prends en compte, c'est-à-dire le budget du film. C'est-à-dire qu'après, malheureusement, plus ça coûte cher, plus tu dois te faire de concessions, et plus tu es dans une obligation de résultat. Et déjà, quand tu sors un film, c'est très compliqué, un jour de la sortie. C'est-à-dire que dans ce métier, j'aime tout, sauf le jour de la sortie. C'est-à-dire que là, voilà, c'est comme si tu jouais au loto et que tu étais obligé de gagner. Tu étais devant la télé, tu attends que ce soit tes numéros qui sortent. Et voilà, et donc j'essaye de décrire des choses qui vont être réalisables dans des budgets qui ne soient pas délirants. Voilà, et c'est un élément que je prends vraiment en compte. Après, j'ai oublié le début de ta question, excuse-moi, il y avait 2 parties. Non, je demandais juste si, voilà, si tu voulais rêver en gros, ou si déjà tu te disais, bon, après, doucement. Après, il y a un truc de logistique où, effectivement, j'essaye, tu vois, je fais attention à ça, mais surtout, quand tu parles de trucs avec des gros moyens et tout ça, plutôt qu'un plan large avec une scène de guerre énorme, moi je préfère aller chercher l'histoire du fantassin et voilà, et voir dans ses yeux qu'il a peur. Tu vois, c'est ça plutôt qui m'intéresse, c'est-à-dire que moi plutôt que la pyrotechnie, les trucs, machin, ce qui m'intéresse c'est un peu l'humain quand même. Après c'est sûr quand tu as les moyens tu peux faire, tu vois, je me dis une course-poursuite du live, une course-poursuite dans le métro fait 7 minutes, faire ça 15 minutes, voilà pourquoi pas, t'as un mec qui va dire moi je vais faire 16. Avec des explosions. Ouais, non, pourquoi pas. Après, quand même, mon cinéma va plus vers le personnage plutôt que... voilà, un ensemble, tu vois. Je trouve qu'il y a, depuis quelques années, avant on faisait des films avec des super-héros et tout ça. Et depuis, alors que c'est l'adaptation d'un roman ancien, mais tu vois, La Guerre des Mondes de Spielberg, moi je trouve quand même vachement intéressant. C'est que là, d'un seul coup, on raconte pas l'histoire du général, Avant, on racontait l'histoire du commandant, machin, qui est balèze et tout ça, avec 10 000 figurants autour qui se cavalent, et là, tu vas aller raconter l'histoire d'un des 10 000 figurants. C'est-à-dire que tu vas prendre un des mecs lambda qui est garagiste, et on va raconter lui face à l'adversité, et le mec, il est juste là pour sauver sa peau et sauver ses gosses. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est d'un seul coup, ça s'humanise. Tu vois, et ça me plaît. T'es plutôt Monsieur Tout-le-Monde que Laurence d'Arabie, en fait, un peu. Ouais, même ouais, pour l'instant, après, je veux aussi un peu laisser tomber, enfin, comment dire, tu vois, le 3e film, ça va pas être, il a 3 heures pour sauver son fils, là, faut que je laisse un peu tomber ce créneau-là, mais toujours être sur la chair et sur l'humain, quoi. Est-ce qu'il y a des choses à filmer que tu t'interdis pour l'instant parce que tu penses ne pas en être capable? Je pense pas à des trucs extrêmes, des trucs durs, mais juste de la technique pure, des plans ou des séquences d'action, voilà, que tu ne t'autorises pas encore à filmer parce que tu te dis je ne saurais pas le faire. Écoute, non, c'est super prétentieux, non, il y a sans doute plein de trucs quand je vais écrire. Mais peut-être que ça se passe à l'écriture justement. Non, je sais pas, je crois que tu te poses jamais cette question-là. C'est-à-dire qu'après, je dirais que même quand tu écris une histoire, tu te dis pas ouais là je vais pas écrire ça parce que ça va être, enfin je vais pas écrire ça parce que je saurais pas le faire ou voilà, enfin si tu commences à écrire et là tu pars sur un truc, ils sont 200 000 machin, tu sais que tu pourras pas le faire, que tu n'auras pas les moyens. Après tu te poses jamais les questions techniques même en termes de mise en scène parce que tu trouves tout le temps les solutions. C'est-à-dire après le réussir c'est une autre chose. Mais non, je crois qu'il y a un moment après ton premier film. Le fait de faire du cinéma ne t'effraie plus. Avant de faire un film, j'espérais être à la hauteur. Après, tu as d'autres doutes, parce que c'est très très bon de garder des doutes, mais après, tu n'as plus peur de l'outil. D'accord. C'est-à-dire que c'est peut-être dans l'inconscience, hein, mais tu sais que tu trouveras les solutions, et même que... Tu as des gens pour t'aider aussi. Oui, bien sûr. Ah bah oui, donc c'est un travail d'équipe. Voilà, donc tu peux te reposer sur eux aussi, il y a peut-être moins cette angoisse-là, une fois que tu l'as fait. Ouais, c'est sûr. Après, tu sais, réaliser un film, c'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que, moi, il y a des choses, même de narration, qui sont trouvées par le monteur, par exemple. Moi, pourtant, il y a des gens qui me disent ça, c'est génial, quelle super idée. L'air d'opéra. Le téléphone, l'air d'opéra, par exemple. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne regardent pas du tout un opéra à la télé. C'est-à-dire qu'ils regardent un match de boxe. Et j'arrive le matin au montage, et mon monteur, sur la scène qui précède cette séquence où le personnage doit regarder un match de boxe, il me dit en fond sonore à la radio, les gangsters écoutent de l'opéra. Et là je me dis, attends, mais si on continue, machin, et en fin de compte, cette musique-là n'est pas ce qu'il y a à la radio, c'est la musique de ce que le mec est en train de regarder.
Tu vois, ça, si le monteur n'a pas l'idée de mettre ça dans les enceintes, jamais je trouve cette idée-là. Tu vois, donc c'est ça qui est aussi vachement intéressant, où c'est vraiment un travail d'équipe, c'est qu'à un moment, tu ne sais plus la paternité des choses. Il ne faut pas mettre d'ego là-dedans, c'est-à-dire l'important c'est le résultat final. Moi, il y a plein de choses qui sont, où le point de départ peut être moi, mais au milieu, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais regarde si on mettait du bleu. » Et à la fin, c'est rouge, mais ça serait pas rouge si le mec t'avait pas dit qu'à un moment, ça devait être bleu. Tu vois? Et ça c'est vachement important. Et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs à dire ça. L'important, c'est d'être... En France, non. C'est savoir exactement ce que tu as envie de raconter. Et de te mettre au service de l'histoire. Ouais, et puis tu sais, sur la collaboration, moi je sais l'apport de mon chef opérateur, de mon chef monteur, et voilà, par exemple, à l'écriture avec Guillaume, on n'hésite pas à faire beaucoup lire. Et il y a des gens qui vont nous dire, bah ouais, mais ça pourquoi, machin, qui vont nous faire rebondir sur des choses, qui vont même des fois donner des idées. Et c'est pour ça que d'ailleurs que tu t'es retrouvé avec les mêmes collaborateurs d'un film à l'autre. Bien sûr. Et donc, pour le prochain, on verra co-scénariste Guillaume Lemans, monteur Benjamin Veil, chef opérateur Alain Duplantier. Ouais, j'espère. Une dernière. Une dernière, oh là là. Une petite question, parce que tu es très monsieur cinéma. Bon, enfin on va dire, tu aimes le cinéma, tout ça. Olivier Marchal a fait une mini-série télé chez Canal qui s'appelle Braco, où il a eu quand même les moyens qu'il voulait. Est-ce que toi, potentiellement, ça pourrait t'intéresser ce genre de choses? Est-ce que faire de la télé, on va dire dans des très bonnes conditions, puisque peu d'épisodes, un bon budget, sur Canal, donc une cible assez... moi je suis très fan de Braco, je trouve que voilà, ça, enfin, là d'un seul coup on fait des séries qui sont vraiment de qualité et qui mettent à 100 000 km les séries policières qu'on peut voir, séries policières françaises, donc c'est une grande réussite Braco. J'aimerais, moi j'aimerais bien travailler, même pourquoi pas réaliser des épisodes de Braco. Après, c'est, comment dirais-je, logistiquement c'est plutôt compliqué, c'est-à-dire que là, on me donne la possibilité d'enchaîner les films, et c'est un gros boulot une série, c'est-à-dire que là, moi j'ai des scénarios déjà écrits qui me tiennent à cœur, ça va être ma priorité, c'est-à-dire que là, il faudrait que je décide de m'arrêter 6 mois. Voilà, mais pourquoi pas dans ces... ça sera un plaisir, après Olivier Marchal le fait très bien, hein, donc... D'accord. Donc d'abord du cinéma pour Fracabrier. Ouais, mais là je parle pas de clivage, hein. Je suis pas en train de dire je vais parler français parce que c'est de la télé. Mais voilà, j'ai plein d'autres scénars perso, machin que j'ai envie de faire, donc il faudrait que je trouve le temps de faire ça, mais pourquoi pas. D'abord raconter des histoires. Eh bien, raconter mes histoires. Très bien. Ouais. Eh ben écoute, nous on est impatients. Est-ce que tu as déjà un titre un peu pour le prochain film de Bûcheron? Non. Et c'est chiant parce que j'ai souvent plus de mal à... Je mets plus longtemps à trouver le titre qu'à écrire un scénario généralement. Alors après mes détracteurs m'ont dit que ça se voit. Et enfin sur les scénarios, pas sur les titres, même peut-être aussi sur les titres. Mais voilà, non, j'ai pas encore... Tu le trouveras avant qu'ils impriment l'affiche quand même. Je suis obligé. Je sais pas, en tous les cas il y aura marqué il y a 3 heures pour couper un arbre.